Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'Apple qui confirme ou pas son casque d'AR VR. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 31 avril, mai, juin, mai, 31 mai. Et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment ça va bien? Très heureux de vous retrouver après cette absence de vacances. C'était bien, c'est bien les vacances. C'est une bonne idée en fait les vacances. Après, c'est revenir qui est toujours une mauvaise idée, mais bon. Non, je suis content de vous retrouver. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui m'a fait revenir en fait, c'est vous. Sinon, je serais resté là-bas, hein. Je suis bien, il fait mauvais, mais il y a des moutons, il y a des kilts, c'est cool. Comment vous allez bien? Qui est ce charmant présentateur qui remplace Léo et ouais, je suis le jeune remplaçant. Le train de l'hype a déjà démarré, mais vous me régalez ce matin. Merci Terraloc pour ton Prime 16e mois d'abonnement. Merci face à Diablotin02, 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pierrot667 pour ton 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Lunita TV pour ton 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Romuald75 pour son 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci beaucoup à vous, les premiers contributeurs du matin. Vous avez fait démarrer le train de la hype tout de suite. C'est magnifique, c'est beau, c'est beau. C'est mieux que le train de Harry Potter. Dis-toi que des gens font la moitié du monde pour passer des vacances à Paris. Tu es encore en vacances quelque part. C'est une manière, surtout que oui, en plus l'atelier est dans un quartier très touristique. Nous, des touristes, on en voit tous les jours, donc on est un peu toujours en vacances. Puis en même temps, on fait pas un vrai métier, donc ça va quoi. Ça va. Comment vous allez bien? T'as perdu les clés du train. Aïe aïe aïe, Nelly Eric. Aïe aïe aïe. It's good to be back, exactement. On va dire ça. On va dire ça. Disons qu'on a eu un temps écossais hein, en Écosse. Hein. Si vous allez en Écosse pour bronzer, vous avez fait une erreur de casting. De toute façon, les charmes de l'Écosse se révèlent dans les brumes. Oh, c'est beau ce que je dis. C'est magnifique. À quand les vacances à la Tour Eiffel? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc à la Tour Eiffel. Bonne idée, ça. Peut-être que je ferai un tournage. Alors maintenant, tourner à la Tour Eiffel, c'est devenu impossible. Les gardiens te font trop chier, mais quelques photos à la Tour Eiffel, pourquoi pas. Les Écossais sont très sympas. Vraiment très, très sympas. Plus sympas que les Anglais. On va dire en général. Après, je connais des Anglais très, très sympas. Et il y a probablement des Écossais qui sont chiants. Mais globalement, les Écossais sont hyper... Ils m'ont fait penser aux Canadiens, en fait. Ils ont un peu... Allez, on va lancer les polémiques. Ils ont un peu... Ce que j'aime bien chez les Canadiens, c'est qu'ils sont un peu comme les Américains, sans l'orgueil et la prétention. Ce que j'aime bien chez les Écossais, c'est qu'ils sont un peu comme les Anglais, sans l'orgueil et la et voilà, et la grosse tête. Ce que j'aime bien chez les Belges, c'est que c'est un peu comme des Français, sans la grosse tête. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ou les Suisses, d'ailleurs. Disons que les francophones non français ont ce côté sympathique de ne pas avoir l'orgueil des Français. Aïe, 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 ça y est, je cherche des problèmes dès le matin, moi. Tout à fait. C'est bien les Écossais. C'est qu'ils détestent les Anglais, ouais.
En Suisse, c'est grosse tête. Non, c'est gros portefeuille en Suisse, c'est autre chose. Jérôme cherche les problèmes. Tout à fait. Bon, en attendant, on en discutera si vous voulez en fin d'émission, si jamais j'arrive à terminer à l'heure. On rigole déjà. On en discutera peut-être en fin d'émission. On va peut-être regarder un petit peu les sujets qu'on a à traiter aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler de tech. Hein. On n'est pas non plus un magazine de voyage. Hein. Je fais pas du van à travers le monde. Moi, ça, il faut que vous regardiez Planète de Carreau. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi remercier, avant de commencer les sujets, Locan 17, 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Laclos également pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de l'hype niveau 2 a démarré. Il est temps que nous, on démarre les articles. De quoi on va parler ce matin? On va parler de la WWDC qui aura lieu lundi. Vous pourrez la suivre, bien évidemment, en live sur la chaîne. On fera, je pense, cette année, le live, l'analyse du live. Après, on va enchaîner sur le tournage d'une vidéo et on va essayer de publier une vidéo le lendemain matin. Lundi, on va pas beaucoup dormir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, il semblerait qu'Apple confirme plus ou moins son casque d'AR VR. Je vous expliquerai tout ça. Et ça sera un article de Mac Forever. Nous aurons ensuite un article de Numérama qui s'enchaîne un petit peu sur le Quest 3 de Meta. Sera-t-il l'alternative low cost au casque d'Apple? Ça aussi, on en parlera. C'est intéressant. Nous parlerons également, toujours dans un article de Frandroid, de la fameuse Gigafactory française. Vous en avez peut-être entendu parler quand même hier, puisque c'était l'inauguration, première usine de batterie pour voitures électriques qui ouvre en France. Pourquoi c'est important? On regardera ça d'un point de vue technique. Et est-ce que d'autres Gigafactories vont s'ouvrir en France et en Europe? Nous parlerons également, là, sans faire de la politique ou de parler des décisions du gouvernement, on va laisser ça à Jean Massier et à d'autres. Nous, on va se concentrer sur le point de vue technique de cette fameuse idée d'une fusion entre la carte d'identité française et la carte vitale. Donc, ça s'adresse aux Français, hein, c'est cet article. La CNIL, justement, met en garde sur la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, des problèmes que ça pourra poser. C'est un article de l'usine digitale. Nous parlerons ensuite, vous avez peut-être vu la démo, et vous avez peut-être vu d'ailleurs les résultats extraordinaires de Nvidia en bourse, mais ça on ne va pas en parler. Mais grâce à Nvidia et à l'IA, les gamers vont dire adieu au dialogue scripté et utiliser leur micro, notamment par exemple dans les jeux de rôle, les jeux d'aventure, etc. Et on parlera un petit peu de cette technologie dans un article de Phone Android. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant, cette histoire absolument magnifique. Un haut fonctionnaire qui a carrément vidé un barrage entier pour sauver son smartphone. Ça se passe en Inde. Hein. Non, ce n'est pas une énième bourde du gouvernement français. Là, c'est le gouvernement indien. Vous verrez, c'est assez cocasse, mais triste en même temps. Voilà en tout cas pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on attaque tout de suite en lançant le Kawa. Le Kawa est lancé. J'aime bien la petite phrase. Le comble d'être suisse, se taper les clichés sans avoir le portefeuille des clichés. Je comprends, Wendigo. Je comprends. Pourquoi il me sonne, lui? On va effectivement commencer en parlant de la WWDC et surtout l'après-WWDC. C'est une WWDC, je rappelle, avant qu'il y ait des déceptions, la WWDC, c'est surtout la grande messe Apple pour les développeurs. Donc, historiquement, traditionnellement, il y a très peu d'annonces hardware à une WWDC. C'est déjà arrivé, mais ne vous attendez pas à des annonces d'AirPods, d'iPhone, d'iPad, de Mac. Ça peut arriver, mais c'est souvent parce que c'est lié à un nouveau champ de développement,
en fait. Cette WWDC s'adresse aux gens qui développent des logiciels pour le monde Apple. Donc, c'est pas les annonces que généralement Apple fait en septembre-octobre. Chaque année, il y a des confusions. Néanmoins, cette année, ce qu'on attend un petit peu comme le loup blanc, c'est est-ce que Apple va arriver avec un casque d'AR, VR, dont on entend parler depuis au moins 5 ans. Parce que là, ça serait tout un nouveau champ de développement. Il faudrait que les développeurs s'y mettent avant même la sortie hardware du produit. Et il n'est pas complètement exclu que Apple l'annonce un peu ou le montre aux développeurs en leur disant vous pourrez même avoir un kit de développement de ces lunettes pour nous préparer des jolis petits logiciels quand on le sortira en octobre, en décembre, en 2024. On ne sait pas quand Apple va le sortir. Mais on ne sait même pas si Apple va vraiment se lancer sur ce marché. Il y a des signes, mais Apple garde très très bien ses secrets cette fois-ci. Ce qui est à la fois un petit peu inquiétant, parce que la meilleure manière de garder ses secrets, c'est de ne pas faire le truc, en fait. Mais là, a priori, il y aurait quelques indices. Et on sait que chez Apple, où ils font quand même pas mal de protection, ces indices seraient peut-être plus des teasers que des indices. À moins d'une semaine de la WWDC, les spéculations fusent dans tous les sens concernant le casque d'AR VR d'Apple, d'autant que la firme semble placer là quelques subtils indices. Le développeur Steve Thornton-Smith a trouvé caché dans le code de l'App Store Connect une référence du nom du système d'exploitation XROS, qui serait le système d'exploitation de la VR AR chez Apple. En fait, il a essayé de soumettre une application conçue pour de la VR et il a reçu un message de refus de l'App Connect Store, mais dans le message de refus était écrit que l'OS, XROS, n'était pas encore pris en charge. On voit ici son message d'erreur. You included the XROS ARM64 exécutable et only iOS exécutable. Donc, il y a une référence. Assez intéressante. Ouais, j'ai vu de Real Chad pour Diablo. Merci de l'info. Mais à la limite, on en reparle en fin d'émission. Mais c'est pas tout. Ross Young, qui s'est fendu, alors spécialiste de la DSCC, je ne sais pas ce que c'est la DSCC, lui s'est fendu d'informations sur le hardware de ce casque, de cette visière, de ces lunettes. Je ne sais pas comment on choisira de les appeler. Moi, j'ai du mal avec le mot casque. Je préfère visière, mais il y a un débat en interne. Guillaume et Karina préfèrent casque. Donc, j'avais déjà fait le sondage, je crois. Tiens, je vais peut-être faire un petit sondage. Comment on fait des sondages déjà? Le mec qui découvre Twitch. Alors, nouveau sondage. Vous diriez quoi? Alors, je précise, pour l'AR, VR, pas juste pour la VR. Vous voyez, en fait, moi, mon problème de sémantique, c'est qu'un casque VR, j'ai aucun problème avec ça. Mais on dit plus des lunettes d'AR. Donc, un truc qui est à mi-chemin entre l'AR et la VR, comment on va l'appeler? Est-ce qu'on l'appelle casque? Est-ce qu'on l'appelle visière? Ou est-ce qu'on l'appelle lunettes? Je fais le sondage. Sondage, allez, je vais mettre 3 minutes de sondage. Hop, voilà, le sondage est lancé. Masque, j'ai pas ajouté. Non, masque, c'est bizarre quand même. Masque, c'est vraiment... Non. Ouais, vous me direz, il y a des masques de carnaval. Mais normalement, un masque sert vraiment à dissimuler quand même. Ouais, après, il y a les masques sanitaires. Ouais, non, masque, j'ai vraiment du mal.
Pour l'instant, vous dites plutôt casque, hein, vous, hein, à 55%, plutôt casque. Visière 20%, lunettes 27%. Le problème, c'est que lunettes, on aura peut-être des problèmes à l'appeler lunettes si le truc est un peu gros. Voyez si ça ressemble plus à une visière de ski ou à un masque de... C'est vrai qu'on dit un masque de ski. Ouais, masque, j'aurais pu le proposer. Bah, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça ressemble, Wendigo. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Je serais dans une cuve d'acide derrière les bureaux d'Apple, hein, si je l'avais vu. Ouais, toi, t'aurais dit masque. Hein, comme quoi, hein, ça dépend, je pense qu'il y a des histoires de génération, je pense qu'il y a des histoires de région. Déjà, parce que, voilà, on ne dit pas casque de ski. Le casque de ski, c'est le casque. C'est ce qu'on se met sur la tête. Ouais, moi, visière, ça me semble le plus correct, mais vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec moi. Hein. Vous êtes plutôt casque à 59%, hein, quand même. Hein. On va dire que c'est plutôt ça. Hein. On est imprégné de Google Glass, lunettes. Ouais, mais ça va faire très bizarre de dire lunettes si les trucs n'ont pas une forme avec des branches, tu vois. Une forme de lunettes. Ça marchera pas comme mot. Ouais, je pense qu'on dira casque. On dira casque, manifestement. Hein. La visière, c'est au-dessus des yeux. Ah oui, c'est plus une visière comme ça. Ouais, d'accord. Visière, c'est pour les casquettes. Ok, d'accord. Flonflon, lui, c'est carrément la cagoule. En fait, Flonflon, il va vous lancer la cagoule de réalité augmentée. En fait, vous serez chez vous et Flonflon arrivera avec sa cagoule. Il volera plein d'objets dans votre pièce qui disparaîtront dans votre réalité. Donc, vous aurez quelque chose de concret en situation de réalité augmentée. Sauf qu'avec Flonflon, ça sera de la réalité diminuée. Il vous enlèvera des choses de votre réalité qui vont disparaître. En fait, ce que fait Flonflon ne sont pas des cambriolages, c'est juste du minimalisme militant. Voilà. Messieurs de la défense. Non, mon client n'est pas un voleur. C'est un minimaliste militant. Exactement. Voilà. Truc honteusement trop cher pour les yeux. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'est un business comme un autre, tout à fait. Tout à fait. Quel est votre business model, monsieur? Bah, celui des autres. Voilà. Des jumelles. Ouais, non. Non, on va pas appeler ça des jumelles. On verra bien, on verra bien. Bon, en tout cas, quand même, revenons à nos moutons, non pas écossais. Au niveau hardware, on a une information qui peut paraître, mais qui est hyper importante. En fait, à l'intérieur de ce casque, il y aurait des mini-écrans, donc de 1,41 pouces, avec surtout un rapport de contraste maximum de 4000 pour 1 et une luminosité maximale de 500 nits. Pour info, je crois que les Quest 2, si vous avez testé, je crois que c'est 200 nits. Là, ça va être 5000 nits. Alors, est-ce que ça veut dire « Waouh, tellement de luminosité que je vais avoir les yeux complètement brûlés ?» Non, non. C'est pas ça la luminosité en fait qu'on compte en nits, c'est la capacité à afficher de la lumière dans un environnement lumineux. Vous savez, on en parle souvent pour les écrans de smartphone, ceux qui ont le plus de nits vous permettent de faire des photos en plein soleil. C'est pas du tout des écrans plus lumineux que les autres, c'est juste qu'ils ont une capacité à afficher une luminosité même dans un environnement lumineux. Donc, ça ne va pas vous brûler les yeux plus à 200 nits ou à 5000 nits, comme je l'ai déjà entendu. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi je dis que c'est une info technologique intéressante? Si vous voulez afficher, surimprimer des images à un environnement réel, il vous faut vachement de nits.
Ce que n'a pas à faire le Quest 2, qui lui fait de l'AR très primitive en noir et blanc, il vous affiche pas vraiment, enfin on peut, mais en fait le Quest 2 c'est une visière fermée, enfin une visière, un casque, ce que vous voulez l'appeler quoi, un casque fermé, c'est pour la VR surtout. Mais un casque d'AR, VR, de réalité mixte, lui il va devoir intégrer de manière réaliste des objets à un environnement que vous voyez, sans perdre en luminosité dans l'environnement. Vous voyez ? Donc ça, c'est une info vachement intéressante quand même. Oui, pour info, par exemple, les iPhones, c'est 1600 nits un écran. Là, c'est 5000 nits. Encore une fois, avant de vous effaroucher, oh, ils vont nous brûler les yeux. Les nits ne sont pas la lumière que vous balance les trucs dans les yeux. C'est la capacité à afficher une luminosité dans un environnement déjà lumineux. Voilà. Donc, info intéressante. Et j'enchaîne tout de suite, sans transition, sur le deuxième article, parce qu'il y a du mouvement chez Meta aussi. Et c'est vrai que Mark Zuckerberg, on le sent un peu fébrile en ce moment. Lui, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il dit « La VR, c'est l'avenir. Je vais vous immerger dans des mondes machin. » Et là, tout le monde attend que Apple s'y mette pour dire bah, « c'est le début ». En gros, Meta, le groupe Meta, Mark Zuckerberg, voudrait pas se retrouver dans la situation des premiers smartphones qui existaient avant l'iPhone. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Quand vous aurez toujours des gens pour vous dire non, Apple n'a pas inventé le casque d'AR VR. Et ça sera vrai. Apple ne va pas sortir le premier casque d'AR VR. Ils vont pas sortir les Google Glass. C'était 2000 quoi 2016 ? Ouais, je sais plus, même avant peut-être. Donc ça a déjà été fait, mais au même titre que les smartphones existaient avant l'iPhone. Mais l'iPhone a été un pavé dans la mare. Voilà. Et c'est ce que Mark Zuckerberg craint avec ses lunettes d'Apple, c'est que Apple rafle une grosse partie du marché et même crée un marché. C'est 2008, c'est aussi vieux que ça, les Google Glass. Waouh. 2011, ok, pour les Google. Ah ouais, c'est vieux quand même, hein. C'est vieux quand même, les Google Glass. Voilà. Donc, Mark Zuckerberg, il se dit, bah merde, il va falloir quand même qu'on se batte. Nous, on était là avant. Je veux pas devenir, comme tu le dis très bien, Tanguy, il veut pas devenir le Rank Xerox de la VR. Hein, Rank Xerox qui avait inventé l'interface souris-pointeur, que Steve Jobs a habilement, dont s'est habilement inspiré les équipes de Steve Jobs pour mettre au point les Mac, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah, ils seraient en train de travailler sur le Quest 3. Le Quest 3 qui a compris que l'avenir n'était peut-être pas que dans la VR. Et ça, je pense que là où Apple a raison dans son analyse et où Meta s'est planté, c'est que la VR, oui, mais pas que. C'est-à-dire, les gens veulent bien des expériences de VR, être immergés dans des mondes, être aveuglés et, enfin, être transportés ailleurs. Quand ils jouent aux jeux vidéo, pour des loisirs, pour certaines choses. Mais si on veut que les gens adoptent vraiment ce type d'interface, c'est l'AR qui va compter. C'est-à-dire comment je peux ajouter des éléments virtuels dans le monde réel. C'est ça qui va être vraiment utile au quotidien. Et c'est ça qui fera vraiment l'adoption. Donc l'avenir est clairement dans les casques mixtes. Et dans cet article de Numérama, c'est ce qu'ils expliquent. Meta serait en train de faire un Quest 3 avec des caméras couleurs, hein, et beaucoup plus orienté vers l'AR, donc la réalité augmentée, en tout cas la réalité mixte. Mélanger, par exemple, un clavier virtuel avec un bureau qui est réel. Ce que je vous avais expliqué un petit peu dans ma vidéo sur le casque d'Apple. Donc,
Je pense qu'il a raison, là, Mark Zuckerberg. C'est ce que veut faire Apple. C'est ce qu'il faut faire. La VR est immergé dans les métavers. C'est presque une seule des utilisations de ce type de casque, en fait. Donc, et tout le monde n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de faire ça pendant des heures. Donc voilà. Par contre, là où Mark Zuckerberg a plutôt raison, en tout cas les équipes de Meta, c'est qu'ils se disent, si Apple sort un truc à 3000 boules, parce que c'est quand même la rumeur, c'est que la première version du casque d'Apple d'AR VR serait extrêmement cher, à 3000 €, donc plutôt un truc pour les développeurs, les youtubeurs frimeurs et les gens extrêmement fortunés. Et que Apple arriverait 1 ou 2 ans après avec une version plus raisonnable en prix. Et c'est là où il y a peut-être un créneau pour Meta, notamment pour Noël 2023, d'arriver avec quelque chose un peu mieux que le Quest 2, un peu plus fait pour l'AR, dans les prix, à peu près dans les prix aujourd'hui du Quest 2, c'est-à-dire dans les 500 boules. Parce que la plupart d'entre nous, on va pas pouvoir s'acheter un casque à 3000 €, quoi. Ça, c'est clair. Donc, ça peut être un créneau. Ça peut être un créneau à prendre. Et finalement, un petit peu comme en vélo, hein, de se mettre dans la traînée du leader, Meta peut réussir son coup. Apple peut réussir son coup et créer un véritable engouement autour de l'AR VR. Et Meta en profitait un petit peu plus que quand ils étaient tout seuls. Vous savez, la concurrence, ça peut avoir du bon aussi parce que c'est parfois très difficile d'être tout seul sur un marché ou d'être très peu sur un marché. C'est beaucoup plus facile d'être sur un marché quand il y a des grands acteurs qui s'y mettent et vous évitent de devoir expliquer aux gens pourquoi ils ont envie ou pourquoi ils devraient acheter tel ou tel truc. Vous dites, c'est comme le casque d'Apple. Mais juste que nous, il est 2500 € de moins cher. Ah, ok, je vous écoute. Voilà. En vrai, Meta devrait travailler avec Flonflon pour créer la Meta Cagoule. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, Meta Cagoule. Alors, moi, j'ai le Quest 2, mais c'est vrai qu'il prend la poussière, je vais être honnête. Je le sors quand même très très rarement. Les jeux vidéo, j'avais commencé Skyrim en VR, mais je me suis tapé 2-3 fois les mains sur le bord de mon écran en donnant des coups de hache et ça m'a fait arrêter. J'ai pas. Alors le problème que je vais avoir, c'est que chez moi, j'ai pas vraiment d'espace. J'ai pas envie de devoir bouger la table basse. Enfin, vous voyez, le problème toujours de la VR, c'est qu'il faut quand même un espace dégagé devant soi, ce qui n'est pas toujours possible quand on a des appartes, même si on a un chouette appart et on aurait de la place. Mais ça oblige à pousser les meubles et tout, ça me saoule en fait. Et pour être honnête, le Quest 2, il est quand même pas hyper confortable. C'est bien mieux que ce que j'avais testé il y a 5-6 ans. Moi, j'avais eu le premier... il y a une vidéo encore sur la chaîne. J'avais eu le tout premier Oculus, la version développeur. Truc énorme. Tu avais un aspirateur Dyson sur le visage. C'est sûr qu'on a fait des gros progrès en termes de confort. Ça te donne rapidement la gerbe. Alors moi, j'ai cette chance, j'ai pas trop de problèmes de gerbe en VR, sauf quand c'est des synchros. Mais pour l'instant, alors que, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo, là sur la chaîne YouTube sur le casque VR, je pense que j'adopterai beaucoup plus vite l'AR. Moi, tu me permets, ne serait-ce que d'avoir un grand écran 55 pouces devant moi, qui s'affiche sur mon bureau, sans devoir avoir physiquement un écran de 55 pouces sur mon bureau, rien que ça, tu me l'as vendu, le truc à 3000 €. Je le dis honnêtement, dans mon travail, si je pouvais avoir un truc aussi compact qu'un casque,
qui me permettent d'afficher 3 écrans immenses, 5 écrans, 6, allez, 12 écrans autour de moi, avec des infos de partout, sans devoir avoir physiquement les écrans, tu me l'as déjà vendu. Voilà. Rien qu'avec ça, j'achète, moi. Mais c'est moi, c'est dans mes usages. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui bouge énormément avec mon informatique maintenant. D'ailleurs, mes outils informatiques, c'est mon iPad et c'est un MacBook Air. Je les balade toujours avec moi. Si je pouvais afficher tout ça en grand, ça serait absolument génial. Sans devoir trimballer un grand écran. Le soir, tu as les yeux explosés. Franchement, ça, c'est un argument que beaucoup de gens ont. Je n'ai pas vu pour l'instant de rapport d'ophtalmo me disant qu'on avait plus de risques pour les yeux qu'avec nos grands écrans. Moi, de ce que je sais en ophtalmo, c'est que l'important, c'est que vos yeux bougent. Pour avoir testé la VR, vos yeux bougent. Ils ne s'assèchent pas. Ils ne sont pas fixes, ils ne fixent pas des petits écrans. Je pense, moi personnellement, je pense que je me tue beaucoup plus les yeux avec un petit écran 13 pouces avec des lunettes d'AR, personnellement. Mais les projecteurs, mais tu veux que je les trimballe comment dans mes sacs, les projecteurs Namex ? Moi, j'ai besoin de travailler, actuellement, j'ai besoin de travailler dans 3 endroits différents. Je ne vais pas acheter des projecteurs dans les 3 endroits différents. En fait. J'en sais rien au niveau ophtalmo. Peut-être que des ophtalmos vont dire c'est une hérésie, c'est dangereux. J'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas plus d'infos que vous, en fait. Là-dessus. Donc, moi, je pense que les 3 000 €, pour des gens comme moi, ça sera presque un achat rationnel. Parce que plutôt que d'acheter 3 000 € d'écran transportable avec un poids lourd pour transporter tous mes écrans partout là où je bosse, de pouvoir afficher tous mes écrans pour 3 000 €, en fait, je suis en train de chercher les arguments pour justifier ça auprès de la comptabilité. Vous voyez ? Vous comprenez comment je fonctionne. Mais je le pense quand même vraiment, trêve de plaisanterie, je pense que pour certains digital nomades, un casque d'AR qui permettra un affichage sera une vraie révolution. Ouais. Ouais. Bon, allez, 8h32, on avance. On verra en tout cas. C'est toujours intéressant de la concurrence. C'est bon la concurrence. C'est bon, ça fait bouger les choses. Et justement, en parlant de choses qui bougent, la France avance. À reculons, mais elle bouge. Non. La Gigafactory, vous en avez entendu parler. C'est sûr que là, les hommes politiques en ce moment, on a une Gigafactory, ça le fait bien, on crée des emplois dans le Nord. Non, mais on va pas leur en vouloir, ils font leur boulot. Mais nous, on va parler plutôt de technologie. Gigafactory, la première usine de batteries pour voitures électriques qui ouvre en France. Pourquoi c'est important ? Je pense que vous le savez, c'est important en termes d'indépendance, que nous ayons notre propre industrie de batteries. Donc c'est officiel, la France ouvre enfin sa toute première usine de batteries pour voitures électriques, qu'on appelle une Gigafactory. Vous verrez, la taille est quand même pas mal. L'agence de presse française, l'AFP, a relayé sur son site et qui annonce une toute première usine de batteries française qui démarre la production dès aujourd'hui. Elle va être installée à Lens, dans le Nord, donc. Elle appartient à l'entreprise ACC Automobile Cell Company, une jeune société fondée en 2020. Jeune, mais avec des vieilles dames à son board, puisqu'elle a été créée conjointement par Stellantis, Total Energy et Mercedes-Benz, qui possèdent une part égale de participation dans cette entreprise. C'est une véritable gigafactory qui affiche des dimensions impressionnantes de 640 mètres de long sur 100 mètres de large, selon VAR Matin. Donc oui, on voit la photo, hein, c'est un quart des studios Nowtech, à peu près. Voilà. Et moi, mon bureau, il sera là, tout en haut, là.
plein air. Oh, j'aimerais bien avoir des studios comme ça. Je sais pas ce que j'en ferais, mais j'aimerais bien. Attention au coup de soleil, exactement. Pour mon hélico, voilà, vous avez raison, pour que mon hélico se pose. Bien sûr, un hélico électrique. Je pense à la nature. Je pense à mon empreinte carbone, quand même. Guillaume est tout sous-sol. Non, Guillaume, il court dans les couloirs. Il sera sans bureau fixe. La commercialisation des premières batteries fabriquées sur ces lignes débutera d'ici la fin de l'année. D'ici 2024, cette usine devrait produire pas moins de 13 gigawattheures, c'est ça ? Gigawattheures par an, le chiffre que devrait ensuite passer à 40 gigawattheures annuels à partir de 2030, ce qui équivaut environ à 800 000 batteries fabriquées. De 600 salariés, l'usine devrait passer à 2000 employés sur cette même échéance. L'entreprise n'est évidemment pas la seule à s'intéresser à l'implantation d'une usine en France. C'est également le cas du groupe sino-japonais AESC Envision, qui devrait aussi produire des batteries à Douai, dans le Nord, à partir de 2025. Celles-ci seront alors destinées aux véhicules de la marque Renault et sans doute à la future R5 E-Tech, qui arrivera également à cette date. On peut également citer la start-up grenobloise Verkor. Oh, la faute d'orthographe à Verkor. Non, Verkor, en partenariat avec Arkema, Schneider Electric et Renault, qui va lancer sa production la même année à destination, là encore, du constructeur aux losanges. Mais ce n'est pas tout, car une autre entreprise d'origine taïwanaise s'intéresse aussi à notre pays. Il s'agit de Prologium, qui a déjà confirmé sa volonté de s'installer une usine chez nous. Celle-ci devrait produire des batteries solides à partir de 2026. Alors, la technologie des batteries solides, c'est une technologie d'avenir des batteries. Elles offrent de nombreux avantages, une plus grande densité ainsi qu'une autonomie en hausse, mais elles coûtent aussi pour l'instant beaucoup plus cher à produire. Il se pourrait également qu'Elon Musk envisage la création d'une usine sur le territoire, alors qu'il promet des investissements massifs en France. On attend ton usine, Elon Musk, pour voir si la Légion d'honneur, on a bien fait de la filer. Non, c'est pas à toi qu'on l'a filé. C'est à l'autre. Ah ouais, c'est vrai, je confonds. Je confonds mes milliardaires. Je suis perdu dans mes milliardaires, en fait. Non, il l'a pas eu, Elon Musk, lui. Il a eu un rendez-vous avec le président. Alors, je ne saurais pas dire exactement chez Clock les batteries solides, ce que c'est exactement. Ouais, c'est Jeff qui l'a eu, la Légion d'honneur. Alors, Jeff, elle est où ton usine dans le Nord ? Elle est où ? Oui, j'ai construit à peu près 10 entrepôts dans le Nord, alors faites-moi pas chier. Ouais, j'ai trop de potes milliardaires, je les confonds tous. Ouais, vraiment. Il me faudrait un mind mapping des milliardaires. Exactement. Où est Amazon en France ? Ah écoute, en tout cas, oui, Amazon est bien. On avait fait un article là-dessus parce que c'est très intéressant. Les Français détestent Amazon, mais les Français adorent Amazon et on est un des gros pays Amazon. On achète énormément de choses chez Amazon. C'est un peu l'hypocrisie française. Tout de suite, quand il s'agit de taper sur Amazon, Amazon, méchant américain, exploiteur, esclavagiste. Ok. Mais quand on dit, alors boycott, mec. Ah ouais, non, mais quand même, c'est vachement pratique et quand même, Ah là là, le pays des contradictions. Taper sur les riches en général, oui, c'est un sport national en France. Est-ce qu'on peut taper sur Amazon tout en étant sur Twitch ? On n'est pas à une contradiction près. Non, en vrai, on a tout... Enfin, moi, je pense qu'on a tout à fait le droit d'utiliser un service et de le critiquer. Les gens qui me disent, mais Jérôme, tu vas pas critiquer Amazon ? Tu fais ton boulot sur Twitch. Ah, mec, non, je suis désolé. Moi, enfin, même si j'ai... Enfin, c'est comme si tu me disais, t'es français, t'as pas le droit de critiquer la France. Si, quand même un peu, quoi.
Euh, Ou est-ce que tout simplement les acheteurs et les boycotteurs sont pas les mêmes? Bah moi, je l'avais constaté pendant le premier confinement. Souvenez-vous, premier confinement. Amazon, profiteur, salaud, enfoiré. On a tout entendu sur Amazon. Et moi, je voyais les chiffres de vente de vous. Hein. Je parle pas de toi, mais de vous, parce que je vise personne. Mais je voyais les chiffres de vente de mes affiliations Amazon faire vroup. Et en même temps, j'avais une chatroom qui disait « Ouais, Amazon, moi, j'achète plus rien sur Amazon. Amazon, c'est des salauds, machin et tout. » Voilà. Mais bon, c'est comme ça. On continue. En tout cas, juste ce qui est important dans cette Gigafactory, vous l'aurez compris, et même si je sais que les eurosceptiques, je vous vois, vous êtes là, de toute façon, on a déjà 20 ans de retard sur la Chine et les États-Unis, on n'y arrivera jamais, on veut ouvrir cette Gigafactory, ça va créer plus de chômage que d'emplois, on est trop nul, on n'y arrivera jamais. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que sur des technologies aussi importantes que les batteries dans l'avenir, il est hyper important, même si on a du retard, qu'on s'y mette. Et on peut y arriver aussi. Il y a des secteurs industriels sur lesquels l'Europe performe. Il y a des pays européens qui ont réussi à garder de l'industrie. La France a tout un tissu industriel à reconstruire. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a que les gens qui baissent les bras qui vous diront que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. L'innovation est une roue qui tourne. Il y a toujours un moment où il faut monter dans le train. Et c'est pas parce qu'on a du retard, et c'est une évidence qu'on a du retard, que c'est foutu. Donc, je pense qu'on a tout à fait raison. Alors, bien sûr, peut-être qu'on va se planter sur certains trucs et tout, mais je serais plus angoissé s'il n'y avait aucune décision politique de construire cette gigafactory de batteries que de les construire en retard. Voilà, pour éclaircir un peu mon point de vue. Donc, ne serait-ce que pour la souveraineté. Bah oui, il y a un moment où on peut agiter le drapeau de la souveraineté. Ouais, il y en a marre d'être dépendant des Américains, des Chinois et tout. Ouais, bah il y a un moment, et ça passe aussi par le consommateur. Est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour acheter de l'européen? Est-ce que vous êtes prêt à soutenir votre économie? Et là aussi, il y a toujours de l'hypocrisie. Les gens, ouais, on devrait fabriquer les smartphones en France. Oui, mais par contre, moi, je veux un smartphone à 200 euros. Hors de question que je paye 300 euros. Eh ouais, mais... Là aussi, c'est des sujets complexes. Hein. Le sujet d'Apple, du casque Apple, on en a déjà parlé, donc je renforce ce que dit Jess. Merci d'en parler en privé pour pas qu'on mélange les articles et les commentaires à fur et à mesure du déroulé de ce mug. De toute façon, c'est la Chine qui va fabriquer 90% des voitures électriques et des matériaux pour les batteries. N'oublions pas que la Chine a ses faiblesses aussi. Je sais qu'aujourd'hui, on nous présente comme le monde et les 50, 100 ans à venir, la Chine va dominer le monde. L'histoire n'est jamais aussi simple. Jamais aussi simple. Et c'est la concurrence existe entre pays et doit exister entre pays. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous me disiez, il y a 50 ans, de toute façon, les États-Unis... Oui, d'une certaine façon, les États-Unis sont incontournables, mais ça n'a pas empêché quand même l'Europe de développer une économie qui est ce qu'elle est, mais qui est quand même pas dégueu. Donc, arrêtons de toujours nous morfondre à dire « Ouais, on n'y arrivera pas, on est nul, on parle des langues différentes, l'Europe c'est foutu. » Non, il y a un moment, il faut aussi faire avec ce qu'on a et essayer de faire au mieux, quoi. Je vais faire une analogie très maladroite, mais c'est comme si moi je disais, de toute façon, en France, il y a 3 chaînes sur la tech qui font des millions de vues. Moi, de toute façon, j'arrive pas à faire des millions de vues, donc autant que je jette l'éponge. Non,
C'est pas parce qu'il y a des plus gros que vous sur un secteur que vous devez pas vous y mettre, quoi. Donc, mais ça, c'est assez français. Le découragement avant même d'essayer. Euh, c'est dommage. Et puis, on peut avoir d'autres objectifs. Je reprends mon analogie de la chaîne YouTube. Bah, moi, ma chaîne YouTube, on cherche à faire un maximum de vues, parce que sinon, ça sert à rien de faire une chaîne YouTube, à mon avis. Mais je suis pas là pour faire que des vues aussi. Donc, j'ai pas dans le viseur de devenir une chaîne à des millions et des millions de vues. Voilà. L'important, c'est d'être heureux avec ce qu'on fait. Et pour l'économie européenne, c'est pareil. On n'aura peut-être pas la plus grande économie du monde, mais on peut avoir une économie pas dégueu, quoi. Être un peu autonome. Un peu cool, quoi. Donc voilà. Allez, on enchaîne sans transition. On va parler, on est toujours dans les décisions du gouvernement, puisque le gouvernement a annoncé depuis quelque temps tout un programme contre les fraudes, et les fraudes notamment les fraudes à la Sécu. Et une des suggestions et une des idées, ça serait de fusionner la carte vitale et la carte d'identité pour éviter ce qui se passe actuellement avec des gens qui filent leur carte vitale à d'autres pour profiter de soins, de remboursements ou de choses comme ça, ce qui effectivement plombe d'une certaine façon l'économie de notre système de santé. Bonne idée sur le papier, mais, la CNIL veille, et c'est son rôle, et elle le fait plutôt pas mal. Et comme nous le dit l'usine digitale, la CNIL met en garde sur la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. Proposé par le gouvernement dans le cadre d'un plan de lutte contre la fraude sociale, l'éventuelle fusion entre les cartes d'identité et la carte vitale met déjà la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur ses gardes. Plusieurs risques pour la protection des données personnelles. Actuellement, 2 scénarios seraient à l'étude. Alors, qui partiraient de la nouvelle carte d'identité, celle qui est petite comme une carte de crédit, qui a des informations biométriques. Et la première hypothèse, ça serait d'ajouter le numéro de sécurité sociale qui serait ajouté dans la puce de la nouvelle carte d'identité nationale, qui a été lancée en 2021. La seconde hypothèse, c'est d'accéder à ces informations vitales à travers le QR code qui figure au dos de la carte d'identité. Si vous avez les nouvelles cartes d'identité, vous avez un QR code dedans. Je sais que vous êtes en train de discuter dans la chatroom du bien fondé des décisions du gouvernement. Je vous laisse ce débat. Je m'en tape. Voilà. Enfin, c'est pas mon rôle. Nous, on parle de tech, pour le coup. Les deux pistes technologiques permettraient de ne pas avoir à remplacer les cartes d'identité déjà en circulation. La CNIL privilégie, elle, plutôt la première hypothèse, c'est-à-dire d'inscrire le numéro de sécu sur la puce elle-même, parce qu'elle considère que c'est la solution la moins intrusive et la moins risquée d'un point de vue technique. À l'inverse, ce que dit la CNIL, c'est que si on intègre le numéro de sécurité sociale au QR code de la carte d'identité, pour la CNIL, c'est pas un niveau de sécurité suffisant. Un QR code, ça peut être piraté plus facilement. On fait une photo de votre carte d'identité où on repère le QR code. Et là, du coup, on aurait accès à votre numéro de sécu à travers le QR code. C'est pas génial. La CNIL recommande cependant de cloisonner, dans la première hypothèse, le numéro de sécurité sociale des autres informations stockées sur la puce, afin qu'il ne soit visible que par les professionnels de santé. Donc, chiffrement, hachage de ce numéro de sécu, avec à l'autre bout un déchiffrement possible uniquement chez les professionnels de santé. On sait que la donnée santé est une donnée hautement sensible. Elle a ses propres serveurs, ses propres protocoles. Donc, évidemment, il sera important de verrouiller la chose.
La CNIL dit qu'elle n'écarte pas d'autres hypothèses qui intégreraient d'autres formats de cachet électronique qui offriraient un meilleur chiffrement des données. Mais le problème de ces autres solutions, c'est qu'elles obligeraient à faire des nouvelles cartes d'identité avec une nouvelle technologie. Or, on vient de lancer la nouvelle carte d'identité française en 2021. Donc, c'est pas génial non plus comme solution. Voilà. En tout cas, quel que soit le scénario retenu, la CNIL préconise que tout assuré doit opposer au traitement de son numéro de sécurité sociale sur sa carte d'identité. Elle recommande donc de penser aux alternatives qui permettent aux assurés de prouver les droits et donc de bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie. Ça, je pense que c'est peut-être le truc le plus important et la CNIL a raison de le dire. C'est très bien cette histoire. Quelque part, c'est logique, cette histoire de fusion de carte d'identité et de carte vitale, mais on doit avoir le droit, en tant que citoyen, de dire non, je veux pas. Moi, je préfère, même si c'est un peu plus compliqué pour moi, je veux que les deux informations soient dissociées. Je veux que ça reste une option. Moi, personnellement, c'est une option que j'adopterais, parce que ça m'évite de me trimballer 2 cartes au lieu d'une. Pour ce qui est des fraudes, et sans me lancer en politique, je pense que tout ce qui permet de prémunir contre la fraude, que ça soit de la démagogie du gouvernement ou pas, moi je dis que c'est plutôt bien, parce que ces systèmes de santé, quelles que soient les fraudes, ces systèmes de santé ne peuvent marcher que s'il y a le moins de fraude possible. Et ça, je le dis sans aucune conviction ni complètement apolitique, mais quand on a un système de répartition, si les fraudes sont trop facile, la répartition ne fonctionne pas. Donc tout ce qui peut permettre d'empêcher les fraudes, quelles qu'elles soient, même si c'est une minorité, même si c'est symbolique, c'est important, je pense. Il peut également mettre le permis de conduire, ça serait pas mal, ouais. Mais ce que dit la CNIL, c'est attention, ces trucs qui pourraient avoir des aspects très pratiques de tout regrouper en une carte peuvent poser des problèmes derrière sur la sécurité de vos données. Donc il faut être vigilant avec ce genre de choses. Donc il faut être vigilant. Même ce qui peut paraître une bonne idée pour 95% des gens, si pour 5% des gens ça chie dans la colle, ou ça permet des mauvais comportements, ou ça pose des problèmes, il faut travailler jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. En tout cas, il faut toujours avoir l'objectif de 100% en termes de sécurité. On n'y arrivera jamais, mais il faut toujours avoir ça comme objectif. Ouais, moi aussi, les ordonnances sur la carte vitale, oui. Après, si je me fais pirater toutes mes ordonnances, ça me ferait chier. Mais on critique la CNIL, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis content que la CNIL, elle fonctionne. Je suis d'accord avec toi. Burberry. Oui, alors, effectivement, on parle aussi de la carte d'identité sur le smartphone. Je pense que la carte d'identité sur le smartphone, enfin moi, tel que je ferais les choses, c'est que ça ne remplacerait pas à 100%. Ça te permettrait, quand on te demande tes papiers, de les avoir dans ton smartphone, mais tu aurais quand même ta carte d'identité chez toi, quoi. Encore un truc totalitaire. Oui, est-ce que c'est pire que les systèmes administratifs actuels, la bureaucratie ? Tu sais, à partir du moment où on a inventé la bureaucratie, ça a toujours été la vaseline du totalitarisme. Hein. En fait, c'est des outils pour le totalitarisme. Est-ce que ça crée le totalitarisme ? C'est un gros débat. Je me souviens d'avoir lu un bouquin d'histoire sur est-ce que la bureaucratie a permis notamment l'ascension des nazis en Allemagne. C'était un point de vue historique très intéressant. Cette fusion pose un autre problème. Initialement, la Sécu a été créée, gérée par les travailleurs eux-mêmes. Petit à petit, l'État est arrivé à remettre la main dessus. Fusionner les deux cartes est une étape de plus sur cette mainmise.
Gardez tous ces débats pour Jean Massier. Il faudrait qu'on fasse vraiment... Il faut qu'on ait Jean Massier dans le mug. Il faut qu'on ait... Jean, prends cette question. Moi, je vais me faire un café. Genre 8h du mat, ouais. Tu parles, le pauvre. Ah, il est très sollicité en ce moment. Jean. 9h du matin, c'est mort pour avoir Jean, ouais. Allez, on continue, mais en tout cas, restons vigilants. C'est le plus important. Je vais vous le présenter rapidement. Vous irez voir la vidéo, mais c'est vachement intéressant. Nvidia, d'abord, Nvidia est en train de cartonner. Sachez-le, Nvidia, là, avec la montée de l'IA et tout, Nvidia vient de franchir le $1000 par action, je crois, en capitalisation, en capitalisation boursière. Nvidia, elle vend en poupe. Et c'est clair que ils ont fait une nouvelle démo qui est assez intéressante pour nous, les gamers. Ils ont montré comment... c'est cette vidéo qu'il faut aller voir, qui va bien sûr ne pas se charger, parce que on est... Voilà, ils ont montré cette vidéo où, en fait, dans un jeu type Cyberpunk, ou en tout cas un jeu d'aventure, vous connaissez les jeux d'aventure, on s'approche d'un PNJ et on dialogue avec lui, généralement avec des questions préenregistrées, et on sélectionne ces questions, on obtient des réponses et ça conditionne notre aventure. Là, ce qui offre Nvidia avec ces technologies, c'est une toute nouvelle manière d'interagir avec les PNJ dans les jeux. C'est-à-dire que les PNJ auraient de l'IA, ils seraient scriptés quand même, hein, parce que c'est quand même un jeu d'aventure et ils auraient un certain nombre d'indices, de choses à nous dire ou des quêtes à nous donner. Mais on pourrait avoir une discussion beaucoup plus naturelle avec eux, et notamment une discussion vocale. Hein? Est-ce que vous vous imaginez parler dans Cyberpunk, avec les répliques qu'il y a dans Cyberpunk? Hey, est-ce que tu as de la... J'imagine vos voisins. Hey, combien de crypto-dollars pour tes 20 tonnes de drogue? Dis bien fort dans ton salon, tu sais, avec ton voisin qui appelle la police. Oui, je crois que mon voisin Flonflon est non seulement un cambrioleur, mais également un dealer de drogue. Alors, je pense qu'il y aurait quand même l'option de pouvoir écrire son texte si on ne veut pas faire du vocal. Mais moi qui ai un rapport assez conflictuel avec les discussions dans les jeux de rôle, je suis le genre de mec qui ne lit pas ce que disent les PNJ parce que ça me saoule. Enfin, ça dépend des jeux, mais... il y en a où tu as tellement de textes à te fader. Enfin, si je dois lire autant de textes, je préfère lire un livre, en fait. C'est un peu ma définition. Là, de pouvoir discuter avec des PNJ et qu'ils aient des réponses un peu moins prévisibles, un peu moins répétitives, et quand tu reviens pour la 200e fois dans un resto pour te ravitailler dans un jeu de rôle, que tu aies des dialogues un peu différents à chaque fois, ça serait cool. Ça serait cool. Dans Zelda, ils sont trop bavards et ils parlent pour rien dire. Ouais, ça me saoule tous ces trucs. Witcher 3, je suis d'accord. Witcher 3, je zappe les dialogues, moi. Alors, du coup, je comprends rien au lore, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour taper, moi. Je suis là pour taper, me stuffer, crafter. C'est ça que je veux faire. J'ai pas envie d'histoire, j'en ai rien à foutre, moi. Dans la vraie vie, t'as pas 200 dialogues différents avec ton épicier. Je suis pas d'accord. Tu vois, mais ne serait-ce que, je sais pas, mais un PNJ qui va, s'il parle de la pluie et du beau temps, bah, il peut s'adapter à la pluie et le beau temps dans le jeu. Et changer un petit peu sa manière de parler, ne pas avoir exactement la même intonation d'un jour à l'autre. Voilà, intégrer ChatGPT en fait dans les PNJ, quoi. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. À voir. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour vous faire un avis. On va terminer tout de suite avec une cerise sur le croissant.
Toi, tu penses qu'aucun développeur n'adoptera ça? À voir. À voir, à voir. Parce qu'aujourd'hui, pour développer un jeu d'aventure, ça demande des arborescences de dialogue tellement complexes que ça serait peut-être rentable pour les développeurs d'adopter des trucs qui génèrent finalement du dialogue automatiquement. Donc tu dirais par exemple au taulier là dans son bar, tu dois donner tel ou tel indice ou telle quête, mais le reste on te laisse broder le dialogue dans les limites de ce qui est acceptable dans le jeu, dans ton rôle, etc., avec des boundaries. Ça peut être intéressant en termes de développement. Hein. Ah, elle n'est pas à 100 000 $, Nvidia, d'accord, pardon. Je croyais qu'elle était à 100 000 $. Je croyais qu'elle était à 1 000 $ l'action. Non, ou alors ils ont peut-être atteint 1 milliard de capitalisation boursière. Je ne sais plus. Je confonds mes milliardaires, je confonds mes capitalisations. Je suis un très mauvais capitaliste. Par contre, un qui est très mauvais, c'est celui dont on va parler dans la cerise sur le croissant. C'est quand même ce mec, un haut fonctionnaire qui a osé vider un barrage entier pour sauver son smartphone. Contexte. Rajesh Vishwas, désolé si j'écorche, prenait un selfie. C'est un homme politique, un haut fonctionnaire indien. Pas un homme politique, un haut fonctionnaire. Il prenait un selfie au bord d'un barrage dédié à l'irrigation des champs. Son smartphone lui a échappé des mains, il est tombé dans l'eau. Plutôt que de se résigner, après une ou deux mélopées sauvages lâchées dans l'instant, ce qu'on ferait tous, hein, votre smartphone tombe dans l'eau, une bordée d'injures, et puis, eh ben voilà, je vais être obligé d'en acheter un nouveau. Et bravo, super, hein, bravo Nils, vraiment, hein, bravo. Hein. Mais bon, on se fait une raison. C'est pas le cas de ce haut fonctionnaire. Lui d'abord, il a appelé une équipe de plongeurs, hein, des hommes grenouilles, pour retrouver son appareil. Échec, le smartphone s'est avéré introuvable au milieu des sédiments au fond du barrage. Il ne s'est pas dégonflé, Rajesh Vishwas. Il a joué des coudes, il est haut fonctionnaire, et il a ordonné la vidange de 2 millions de litres d'eau de la retenue du barrage. Alors, dans sa défense, il dit « Oui, mais c'est moi qui ai payé la pompe pour vidanger. » Ok. Après, il dit aussi « Non, mais attendez, l'eau, elle n'a pas été gâchée, là, les 2 millions de litres d'eau. On les a répandus dans les champs. » Alors, je ne sais pas si vous avez déjà un jardin chez vous ou vous avez déjà touché une plante, mais si vous partez en vacances 15 jours, c'est pas la peine de verser 5 litres d'eau dans votre plante. Ça sert à rien. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc le mec nous dit non mais c'était bien pour les agriculteurs. Je leur ai mis d'un coup 200 millions. C'est quoi Merde, c'était combien 2 millions de litres d'eau dans votre champ. Ça sert à rien. En plus, au pire, tu inondes les champs et tu démolis les récoltes. Et le plus fort dans cette histoire, c'est qu'ils ont retrouvé le smartphone après avoir vidangé le barrage. En tout cas, la retenue d'eau. Je ne sais pas s'ils ont vidangé l'ensemble du barrage. Bon. On s'en fout. On ne rentre pas dans les... C'est quand même 2 millions de litres d'eau. Ils ont retrouvé le smartphone. Ben, il ne marchait plus. Il ne marchait plus, il avait pris l'eau. Donc, il y a quand même une justice. Hein. L'histoire a tellement fait de remous, a été tellement relayée sur les réseaux sociaux que ce haut fonctionnaire s'est fait virer, hein, il s'est fait mettre à pied pour cet abus manifeste de pouvoir. On ne sait pas exactement l'impact de ce gâchis d'eau que ça a eu, mais ça ne peut que nous choquer. Surtout, on vit sur une planète actuellement qui va bientôt rentrer dans la guerre de l'eau, hein, on le sait, et de vidanger 2 millions de litres d'eau juste pour retrouver un smartphone qui en plus était déjà pété, ça sert à rien. Alors le haut fonctionnaire dit oui, mais il y avait des informations du gouvernement sur mon smartphone. Moi, je propose une chose au gouvernement indien. Et si le mec qui a fait ça, on lui versait 2 millions
de kilos de riz sur la gueule pour voir s'il sèche avec son smartphone. Je suis pour la proportionnelle de la punition. On lui verse 2 millions de kilos de riz pour voir s'il sèche avec son smartphone. Moi, je dis que c'est une punition proportionnelle. Alors, le modèle du smartphone, c'était un Samsung... Alors, c'est dit... Ça serait, je crois, un Samsung S23 Ultra. Je l'ai lu dans un autre article. Les ravages des selfies, ouais. Bref, faites attention quand vous utilisez votre smartphone au-dessus de l'eau. Je regarde vos réactions. Non, c'était pas un iPhone, c'était un Samsung S23 Ultra. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans un autre article. Ava Mind? Pourquoi tu dis Ava Mind? Pourquoi elle a laissé tomber son smartphone aussi dans l'eau? Il a juste pensé tirer la chasse, mais à un niveau plus haut que nous. Non, mais bon, on peut rire. Mais j'ai envie de dire rigoler avec l'eau en ce moment, sur la planète, et gâcher 2 millions de litres d'eau, quand on sait les guerres de l'eau qui nous attendent dans les centaines d'années à venir, pas génial. Pas génial quand même. Il a pris un parachute doré de 2 millions. Ouais. Et s'il était tombé dans le Gange? Alors, les gars, je vais donner une paille à tout le monde. À mon signal, vous aspirez fort. Faut que je retrouve mon smartphone. L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bah, on boira du vin, hein. Non, mais on en rigole, mais il n'y a absolument rien de drôle. L'eau risque de devenir une... En fait, on devrait déjà considérer l'eau comme une denrée de luxe. Il y a tout un tas de produits. Aujourd'hui, il faudrait qu'on change notre vision de ces produits-là. Le seul problème, c'est qu'on va commencer à le faire que quand les prix vont augmenter. Et ça sera trop tard. Mais l'eau, on devrait l'utiliser comme on utilise un produit qui nous a coûté cher, avec parcimonie. Non, après, je suis pas un jusqu'au boutiste à dire que... Bon, après, pisser dans sa douche, c'est... why not? Mais en fait, d'abord, vous le savez comme moi qu'au niveau de l'eau, déjà, si on... Je crois que c'est 30 à 40% de l'eau qui part dans des fuites dans les canalisations. Ça serait peut-être déjà un premier truc à regarder. L'eau potable dans les toilettes, c'est une débilité. Disons que c'est l'héritage d'une époque où on n'avait pas ces problématiques-là. Donc, de juger en disant c'est une débilité, on l'a fait à une époque où les enjeux de l'eau n'étaient absolument pas... On pensait que c'était une ressource inépuisable. Et qu'en termes quand même de travaux et d'infrastructures, il était beaucoup plus simple de mettre de l'eau potable dans les toilettes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc oui... il faut qu'on trouve des technologies qui permettent d'utiliser une eau grise dans les toilettes. Mais pour ça, ça oblige à changer quand même énormément de choses dans nos systèmes de canalisation. Bah, on pourrait lâcher cet héritage. Quand on va te dire,
Ok les gars, mais les impôts locaux sont quadruplés pour qu'on puisse faire les travaux. On va voir ta gueule aussi. L'eau potable des toilettes, c'est une légende dans pas mal de villes quand même. Par exemple, à Paris, c'est pas de l'eau potable. Ça dépend pas de là où. Ouais, ok, bah, j'avoue que je connais pas très bien. Ici au Canada, l'eau est gratuite et vous verrez les gâchis qu'il y a. Ça me choque en tant que Français vivant au Québec, ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. Quand l'eau sera chère, on y fera gaffe, mais c'est dommage qu'on n'ait pas acquis une maturité qui nous permettrait de nous dire ceci est précieux, même si c'est pas cher, et je devrais y faire gaffe. Tu vois, c'est pareil de notre rapport à la viande. Moi, je suis un carnivore, mais mon rapport à la viande change. J'en consomme encore et je veux continuer à consommer de la viande, mais je sais à quel point elle est polluante. Donc, j'essaye de la consommer de plus en plus comme un produit, pas de luxe, mais que je vais pas manger tous les jours. Et j'essaye d'éviter de la mauvaise viande ou de la viande qui aura eu besoin d'autant d'eau que de la bonne viande. Bah, j'essaye de m'en passer, tu vois. Bah, je pense qu'on devrait faire pareil avec l'eau. Et je dis ça, attention, hein, je suis absolument pas un chevalier blanc. Hein. J'ai une très mauvaise utilisation de l'eau. J'en gâche beaucoup trop. Je suis absolument pas un modèle à suivre au niveau de l'eau. Mais ça m'empêche pas d'y penser. Et il faudrait que j'essaye de m'améliorer là-dessus. Ouais, moi, c'est ce qui me semble quand même. À Paris, ton arrivée d'eau de tes toilettes, c'est la même que l'arrivée d'eau pour ton robinet. Donc, c'est potable, hein, l'eau des chiottes de Paris. Enfin, l'eau qui arrive dans ton réservoir de chasse, quoi. L'eau, c'est pas toute la semaine, tous les jours au repas, remplacé par un bon Côte-du-Rhône. En même temps, il faut beaucoup d'eau pour faire du vin. Hein. Donc, non, mâchez du vin en poudre. Faites du vin avec votre salive. C'est la fin de l'abondance. Bah, je pense que là où démacronisons cette phrase pendant 5 minutes, s'il vous plaît, les amis. Oubliez que c'est Macron qui l'a dit. Parce que ça teinte tout hein, dès qu'on met du Macron dessus. Je suis d'accord avec le choix des mots. Cette vision très années 50, années 60, et encore une fois, je blâme pas les gens des années 50-60, parce que ça c'est trop facile. Dire c'est eux les pollueurs et nous on est en avance. Non, c'était un autre monde avec d'autres contraintes. Je vous rappelle quand même qu'eux, ils étaient en pleine guerre atomique et tout. L'écologie n'avait absolument pas la même place qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas les mêmes enjeux. Donc, il y a eu sur un certain nombre de ressources cette vision d'abondance, d'illimité, d'énergie illimitée. Bah, ça peut plus être le cas aujourd'hui. Donc on ne peut plus avoir cette vision de ressources infinies et il faut faire attention à certains de nos gestes et changer un certain nombre de nos comportements. Ah, peut-être les toilettes publiques, De toute façon, qui irait boire de l'eau des toilettes publiques? Bon, je sais que certains, c'est leur trip, mais... Le jet d'eau de Genève. Ouais. Alors, je suis pas de ces gens-là qui vont
stigmatiser n'importe n'importe quel comportement ou de dire oh là là, il faut qu'on arrête les bassins publics parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, déjà, si on réparait tous les tuyaux dans les villes, je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins de problèmes de gâchis d'eau. Et c'est pas une fontaine, c'est même pas la grande fontaine de Genève, parce que c'est l'eau du lac. À la limite, c'est plus l'électricité pour la pompe qui balance l'eau, faut voir. Mais je suis pas non plus à dire supprimons tous les éclairages publics qu'on va remplacer par des lucioles. Non, je trouve ça débile d'être jusqu'au boutiste sur ces sujets-là. Le jet d'eau, c'est une grosse fuite. Genève, vous coulez. Vous coulez, Genève. Vous n'êtes pas au courant, mais regardez là, le trou. Vous prenez l'eau. Ah, c'est le vrai nom des deux pompes qui font le jet d'eau de Genève, Jura et Salève? Ou alors c'est un jeu de mots et je ne l'ai pas percuté. Ça aurait du sens à Venise. C'est vrai que ça serait super drôle à Venise de faire un jet comme ça, avec une pancarte. On coule. En vrai, Venise, ils ont le problème inverse en ce moment. Avec les sécheresses. Le problème de Venise, c'est plus de couler maintenant. Non, mais voilà, le jusqu'au boutisme, de toute façon, si tu vas jusqu'au bout du jusqu'au boutisme, moi je dis, on revient dans les arbres, on arrête d'utiliser le feu, et voilà. Redevenons des grands primates. Si tu veux être jusqu'au boutiste du jusqu'au boutisme écologique, c'est la seule solution. Abandonnons toute civilisation. Mangeons des baies dans les arbres. Voilà, c'est la seule solution jusqu'au boutiste. Ah non, le feu pour le barbecue, comment on fait? Oui, la bioluminescence, très, très bien. Le seul truc, c'est qu'attention, l'éclairage public, c'est pas que du confort, c'est aussi de la sécurité. Moi, je suis tout à fait pour la luminescence biologique, la bioluminescence. Si on n'a pas 10% des performances d'éclairage d'un éclairage public, tu vois ce que je veux dire? Dans les années 80, il y en a un qui vendait de l'eau du bas du jet d'eau. Vous êtes très forts quand même pour faire de l'argent, les Suisses. Ouais, non, mais je me doute que c'est très difficile de réparer toutes les fuites dans une ville. Mais quand tu penses que 30 à 40% de l'eau part à cause des fuites dans nos canalisations, ça fait chier quand même. Ça fait chier, ça fait chier. Allez, il est quelle heure? Il est 9h18. Il est temps que nous passions au camp de fac. C'est les camps de fac, c'est le moment de poser vos questions ou de discuter d'autres choses dont on n'a pas parlé dans l'émission. Je suis à vous pendant quelques minutes. En vrai, dans les petites villes, ils éteignent les éclairages publics la nuit, donc la luminescence serait déjà mieux que rien. Oui, faut voir. Non, moi j'aimerais. Ce qui pourrait être intéressant dans les petites agglomérations, c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans certaines, c'est peut-être des détecteurs de mouvement. Effectivement, que les lampadaires s'éteignent quand il n'y a personne dans la rue. Après, il faut des détecteurs de mouvement performants qui ne s'allument pas pour le moindre chat qui passe. Mais c'est peut-être ça qu'il faudrait faire, quoi. Il aurait fallu mettre les canalisations en aérien. Peut-être, hein. J'en sais rien.
Il y a, oui, Samuel vous le signale, mais il a raison, on a sorti une nouvelle vidéo qui sont les 4 meilleurs smartphones, à notre avis, à moins de 500 euros. Donc, on nous a souvent reproché de ne faire que du haut de gamme sur la chaîne, sur les smartphones. Là, on vous propose un classement des smartphones. En tout cas, nous, on estime les 4 meilleurs smartphones à moins de 500 euros. Donc, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. La vidéo, on est un peu surpris. Elle fait très peu de vues. Alors, c'est possible qu'en ce moment, on ne soit pas en période d'achat de smartphones. Donc, on n'a peut-être pas sorti au très bon moment. Mais ouais, on pensait que ça allait faire beaucoup plus de vues, cette vidéo. Comme quoi, hein, vous voyez, c'est pas une science exacte, hein, faire des vues. 500 euros, c'est... Oh là 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 là, CIP Digital qui arrive avec 20 abonnements communautaires. Là, j'ai vu le chat Stream Element, blablabla, bla, 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 dans tous les sens. Merci à toi, ACIP Digital. Un grand merci d'avoir offert tous ces abonnements. J'en profite aussi pour remercier Guiwi pour son 5e mois d'abonnement, JBV01 pour ton 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pampelui pour ton 3e mois d'abonnement, merci Rios86 pour ton 4e mois d'abonnement, merci Cefrio87 pour ton 13e mois d'abonnement, merci Lamulène pour ton Prime, merci Fanatix pour ton 21e mois d'abonnement, tu y es presque. Merci Laclos pour ton 36e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs du matin. Merci, merci. Avant Noël, il faudrait faire un smartphone avec un meilleur rapport qualité-prix. Alors, on fera peut-être quelque chose sur les smartphones à moins de 200 euros. Le seul problème, nous, qu'on a philosophiquement avec les smartphones à moins de 300, à moins de 200 euros, c'est que c'est souvent des smartphones jetables qui n'ont pas de SAV et qui vont un peu à l'encontre de notre credo Take Your Time. Nous, on estime qu'il vaut mieux acheter quand même un smartphone à 500 euros et le garder plus longtemps que d'acheter des smartphones à 200 euros tous les 2 ans. Et de les jeter après parce qu'ils sont pétés, il n'y a pas de SAV, il n'y a pas une mise à jour et tout ça. Donc, justement, on essaye de ne pas être uniquement focalisé sur le prix parce qu'on estime que, je dirais qu'en dessous de la barre des 300, c'est pas génial comment ils sont produits, les smartphones, comme ils sont entretenus. Voilà. Donc, on préférerait vous faire quelque chose sur des smartphones d'occasion, pour ceux qui ont un budget de 200, 300 euros, que de faire la promotion de smartphones qu'on estime être des smartphones jetables. Voilà. Merci Pax Magelanis pour tes 100 bits. Si on regarde une vidéo YouTube avec un browser Brave qui supprime les pubs, est-ce que vous êtes rémunéré quand même ? Non. Non, nous, on est rémunéré que quand les vues publicitaires sont faites. Donc, non, dès que vous enlevez les pubs, en fait, on ne touche pas d'argent. Voilà, vous regardez notre vidéo gratuitement. Alors, vous voyez quand même le sponsor si vous ne le zappez pas. Donc, ça, c'est un autre moyen. Mais l'argent de YouTube, des pubs automatiques YouTube... YouTube ne le touche pas, l'argent, et nous non plus, ouais. C'est pour ça que, si vous utilisez des adblockers ou des systèmes, pensez quand même aux endroits que vous voulez soutenir. Parce que vous les privez d'un revenu, que vous le vouliez ou non. Je sais que certains essayent de s'accommoder avec leur morale en disant « Ouah, ils trouveront bien un autre moyen de faire de l'argent !» Puis il y a bien d'autres cons qui vont payer à ma place. Non, parce que tout le monde raisonne comme vous. Et surtout dans le monde de la tech, vous êtes énormément à utiliser des adblockers. Si vous bloquez toutes les pubs et tout ça chez nous et que vous n'êtes pas contributeur, je ne vais pas vous dire que vous piratez notre contenu parce que j'en suis pas là, mais soyez quand même conscients et assumez le fait que vous nous privez de notre gagne-pain. Et vous pouvez tourner le problème dans tous les sens que vous voulez. Pour vous sentir mieux vis-à-vis de nous, ce que je dis est une vérité crue. Mais qui est une vérité.
YouTube Premium, on touche une partie de votre YouTube Premium quand vous regardez nos vidéos et vous ne voyez pas les pubs. Ben, bien sûr, allez voir ma vidéo sur YouTube. Comment elle s'appelait ma vidéo ? YouTube, c'est pas gratuit. Si tout le monde, je vais vous le dire très simplement, si tout le monde utilise un adblocker, YouTube est mort en un mois. En un mois, YouTube meurt. Vous ne vous doutez pas des milliards qu'il faut pour diffuser tout le contenu YouTube. Des milliards de dollars. Si YouTube perd tous ses revenus publicitaires d'un coup parce que tout le monde met des adblockers, YouTube, en un mois, ils mettent la clé sous la porte. Je sais que vous ragez en ce moment, il y a trop de pubs sur YouTube, etc. C'est un autre problème. Mais YouTube sans publicité et non payant, c'est pas possible. Ça ne marcherait pas. YouTube coûte énormément d'argent en bande passante. Twitch, c'est pareil. Twitch coûte même plus cher, à mon avis, que YouTube en bande passante. Parce que c'est de la bande passante directe. Mais voilà. Est-ce qu'on a vu les rumeurs d'un nouveau Motorola Razr 40 Ultra ? Non. Dur d'imaginer le web sans YouTube. Ça, c'est un biais que vous avez tous. Ah non, mais YouTube, ça ne peut pas disparaître. YouTube est une entreprise privée. Une entreprise privée qui perd des milliards tous les mois, je vous garantis que Google va le fermer très très vite. Il s'en fout d'avoir des millions d'utilisateurs, des milliards d'utilisateurs. S'ils perdent des milliards de dollars, ça va fermer tout de suite. Le too big to fail, ça n'existe pas. Ça, c'est une phrase à la con. Désolé de vous le dire, mais c'est une phrase à la con. Une entreprise qui perd de l'argent comme une vache éventrée, elle ferme tout de suite. Mais pareil, Dailymotion. En gros, si tout le monde met des adblockers, il n'y aura plus de contenu vidéo sur Internet gratuit. Donc, tout va devenir payant. Point à la ligne. Franchement, ces discussions, on les a depuis qu'on fait des lives. Et plus j'avance dans le temps, plus je me dis, vous avez envie d'avoir ces discussions parce que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même quand vous utilisez des adblockers. Je ne vous condamne pas d'utiliser des adblockers, mais assumez ce que vous êtes en train de faire avec des adblockers. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Ne vous dites pas qu'il y a une économie magique qui va résoudre les problèmes. Ça n'existe pas. Voilà. Mais encore une fois, je ne vous condamne pas d'utiliser les adblockers. Je suis d'accord qu'il y a trop de pubs. Mais en fait, c'est un problème relativement simple. Pourquoi il y a autant de pubs sur YouTube ? C'est pas qu'ils cherchent à se gaver de plus en plus. C'est qu'avec les coûts de l'énergie et tout ça, la bande passante coûte de plus en plus cher aussi. Hein. La main invisible. La main invisible du capitalisme ne marche que s'il y a de l'argent dans le système. Hein. La main invisible, c'est pas une main magique non plus. Ah oui, mais vous cherchez aussi des solutions magiques. Le YouTube Premium à 1 euro. Dis-toi que le revenu actuel de la pub sur YouTube leur rapporte plus que 1 euro.
Donc, ils perdraient encore de l'argent. En fait, vous voulez quand même le beurre et l'argent du beurre, les gars. Perso, si je dois donner 3 euros au streamer qui me demande un sub, j'aurais pas de quoi nourrir ma famille. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je viens d'une époque où on payait tous nos loisirs. Je peux te garantir que mon budget loisir était nettement plus conséquent que ce que je dépense aujourd'hui. Même en ayant des services de SVOD, des trucs que je paye en faisant des subs et tout. N'oubliez pas qu'à une époque, la moindre info, on achetait un journal, avait la redevance télé, mais on se payait aussi des chaînes, on achetait les films sur DVD. Enfin, on est passé radicalement d'un monde où les loisirs coûtaient extrêmement cher à un monde d'une fausse illusion du gratuit. Et maintenant, on voudrait le gratuit, mais sans les contraintes du gratuit. C'est ça qui marche pas, en fait. Et la plupart du temps, quand je discute avec des gens autour de ça, au bout d'un moment, ça les fatigue et ils disent « Non, mais en fait, vous trouverez bien une solution pour gagner de l'argent. » Tu vois, il faut surtout pas que ça soit le problème du visionneur. Hein. Ouais, mais à ton époque, tu avais des cassettes avec des bouts de scotch pour enregistrer la musique de Fun Radio en essayant de couper les pubs. Écoute, je pense qu'on sera toujours des éternels insatisfaits. Et c'est toujours bien, mais là, on atteint les limites. On atteint les limites d'un système. Je vais devoir vous quitter, il est 9h32. J'aimerais quand même refaire un remerciement à ACIP Digital. Rendez-vous compte, il a offert 200 abonnements sur la chaîne depuis qu'il offre des abonnements. 200 d'entre vous ont des abonnements grâce à ACIP Digital. C'est un peu notre mécène anonyme. On ne sait pas qui c'est. Mais on te remercie énormément et on respecte aussi ta volonté d'anonymat à CIP Digital. Mais un grand, grand merci à toi. Un grand, grand merci. Ah non, alors, dromadaire, je suis obligé de t'arrêter. Stop le dromadaire. Tu dis le monde a changé, maintenant l'information est stockée pour si peu cher que c'est presque malhonnête de faire payer. Faux, archi faux, putain, encore une fois. Internet coûte extrêmement cher, la bande passante coûte extrêmement cher. L'information, ce n'est pas que du stockage, c'est la diffusion. La diffusion de l'information sur Internet, c'est la bande passante. Va lire des articles sur la bande passante, les vrais coûts de la bande passante, de l'élasticité de la bande passante. Ce mythe que Internet est gratuit, on vous a bourré le crâne avec pour vous faire accepter, et ça a construit des monopoles comme Google, etc., grâce à cette illusion d'un Internet qui coûte pas cher. C'est faux, archi faux. C'est le hold-up du siècle de vous avoir fait croire que Internet n'était pas cher afin d'aspirer et d'utiliser vos données avec votre grand sourire. Voilà. Désolé, dromadaire, mais fallait que je te chope là. Fallait pas me lancer là. Non, mais ça m'énerve. Personne n'est au courant de cette histoire de la bande passante. La bande passante, ça coûte ultra cher. Et il y a toujours eu une économie. Vous croyez que Google, tout est gratuit? Et comment ils ont fait leur argent? C'est marrant parce que souvent, je vous préfère avoir une pensée magique et à pas penser à renouer les fils. Ça coûte 0 par rapport à fabriquer un bouquin. Ok, on va avoir une petite bataille de chiffres.
Sur ce, je vous quitte. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais essayer de trouver des informations. Je pense que ça coûte au moins aussi cher que l'impression, la bande passante. En fait, c'est pas votre abonnement Internet, hein, la bande passante. C'est pas ça. C'est pas votre vitesse. C'est pas ça, la bande passante. Allez vous informer, notamment sur la notion d'élasticité de la bande passante et le coût de l'élasticité de la bande passante. Et cette bande passante, elle est dans la pièce avec nous. Allez, sur ce, je vous souhaite une extrêmement bonne journée, tout à fait. On est quoi ? On est quel jour ? On est mercredi. Donc demain, ça sera Guillaume. Moi, je vous retrouve vendredi. Donc les mugs tous les jours, ça reprend jusqu'à la fin du mois. Après, on fait une pause de 2 mois du mug. Mais jusqu'à la fin du mois, vous aurez un mug tous les jours de la semaine. Je vous fais des gros bisous. On va bien évidemment faire un raid. Un raid. Alors, qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Tiens, si on faisait un petit raid chez les numériques. On va faire un petit raid chez les numériques. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Manifestement, ils sont dans un salon. On va voir ça. Allez, un petit raid chez les numériques. Je lance le raid générique de fin. À vendredi. Demain, c'est Guillaume. Ciao tout le monde.